Bonjour Dominique Rollin Bonjour. et merci de nous accueillir dans votre appartement. En fait, vous vivez ici depuis près de 50 ans, hein, si j'ai bien calculé, et c'est à la fois le lieu de votre vie, mais en même temps le lieu de l'écriture, on pourrait peut-être dire un atelier. On est frappé par les bois, les planchers, tous les bois lisses des C'est vrai, meubles, comme si le temps était passé déjà par là. c'est vrai, c'est curieux. Ce que vous dites est très juste et ce n'est pas fait exprès, c'est venu de soi-même. En fait, comme je sens très profondément, les choses se font à à mon état et à ma condition de femme vivante. Alors, par exemple, tous ces bois, ce sont des meubles dont j'ai hérité de différentes personnes de ma famille. Et tout ça vient, tapis, tout ça vient exactement me faire un décor que je n'ai pas voulu, qui a été voulu pour moi. Mais est-ce qu'on peut dire aussi, en songeant notamment à certains de vos derniers livres, L'Accoudoir, dont vous avez Oui, donné une lecture, mais aussi la rénovation où vous jugez, enfin vous observez plutôt des corps de métier qui font différents travaux de rénovation dans l'appartement. Est-ce qu'on peut dire que cet appartement est aussi une sorte de poste d'observation? C'est d'ici que vous voyez le monde. ah, tout à fait, tout à fait. En réalité, je me sens vraiment en correspondance avec le monde quand je suis ici. Comme s'il fallait absolument que je passe par un intérieur qui est très fermé, très clos. Je vois très peu de monde, mais j'ai l'impression que le monde ne s'ouvre vraiment à moi que si je suis chez moi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vois pour ainsi dire personne. Je ne me déplace plus parce que je, je ne peux plus me déplacer beaucoup, mais je n'ai pas du tout le regret de ne plus me déplacer. Je suis bien et je suis de plus en plus moi à mesure que je suis forcée d'être enracinée dans mon décor. Parlons un peu de l'écriture. Il y a deux choses, moi, qui me frappent en ayant lu vos livres. C'est que d'abord, l'écriture est indissociable de l'amour. Il y a cette phrase qui est très belle, qui vient de 30 ans d'amour fou. Qu'est-ce que vivre sinon aimer? Qu'est-ce qu'aimer sinon écrire? Qu'est-ce qu'écrire sinon repérer au-delà des spasmes et de la difficulté, de l'impuissance et de la peur, ce qu'on sait par intuition dès la naissance? Mhm. Donc cette idée qu'écrire c'est aimer, vous pouvez un peu expliquer Ah, ça? ben, certainement. Il faut aimer la vie dans ce qu'elle a de plus large, de plus vaste et de plus impondérable aussi. Et il faut aimer les choses les plus proches, les plus secrètes, les plus. Il faut savoir descendre très au fond de soi-même et rejoindre cette espèce de merveille infinie qu'est le bonheur de vivre, le bonheur de vivre. Il ne faut pas gâcher ça. Et aimer les choses, aimer les êtres, choisir les êtres que l'on veut aimer, faire jeter loin de soi les êtres qui risquent de vous briser, de vous abîmer, de vous détruire, d'empêcher cette espèce de vocation que l'on a de bonheur, et alors on est sauvé. Mais alors il y a aussi l'écriture est pour vous une sorte de discipline. C'était une nécessité physique. Mais la Et, manière dont vous organisez par exemple cette espèce de rituel, lever 6 heures du matin, ah faire oui, son oui, lit, et puis écrire sa page chaque jour comme oui, une sorte oui, de devoir. oui, c'est pas un devoir, c'est une nécessité, c'est une sorte de bonheur qui souvent est une souffrance parce que, euh, mais se lever tôt le matin, c'est une chose merveilleuse parce qu'il y a encore presque la nuit qui est toute proche. Il y a les rêves qu'on a eus qu'il faut noter. Il y a tout l'impondérable dont il faut tirer parti pour que ça passe dans l'écriture. Alors pour moi, il faut d'abord que prendre mon petit déjeuner, faire mon lit, euh, faire mon bain, et puis me mettre à travailler. Et alors là, il y a plusieurs forces qui sont complices de moi et qui viennent m'aider. Et alors ma plume, ma main, l'encre, le stylo, le papier. Et l'inspiration vient. Toujours, il n'y a pas des jours sans.
Il y a de temps en temps, mais c'est rare, c'est rare. Maintenant, plus, évidemment. Mais tout de même, maintenant, le matériau est un peu usé. J'ai tout de même publié 40 livres, c'est pas mal. Alors, je me demande si j'irai jusqu'à 41. Mais enfin, je prends des notes encore. Je continue à écrire, à vouloir écrire ma page, même si je n'écris plus un véritable roman. Mais ce sera, si on publie encore un livre de moi, ce serait des notes de la vie. Mais on peut dire de toute façon que dans vos derniers livres, il n'y avait pas vraiment de trame narrative, c'était Non, déjà non, des fragments, des observations, le oui, récit de oui. la vie. Je Euh, crois que c'est important de dépasser, parce qu'au fond, le système roman, tel qu'on l'a si longtemps évalué, c'est un peu dépassé tout ça. Je crois que plonger en soi-même et se passer de tous les petits rites fabriqués, au fond, le il et le elle, par exemple, que je n'emploie plus du tout, projeter un personnage d'homme, un personnage de femme, c'est un peu faux. Alors moi, je reste au je et au tu. et au tu. Parce que il y a Parce qu'il y a un tu, Oui, parce qu'en fait, oui, le jeu est à la fois un jeu et un tu. Là, voilà, on arrive à un thème qui est très important dans voilà, votre œuvre, c'est le thème du double. tout à Chaque être fait, tout est à fait, duel. Et absolument, vous-même, votre fille, c'est chaque fois finalement les deux faces d'un même personnage. D'ailleurs, ces personnages parfois se confondent, se rencontrent. oui, oui, mais c'est beau d'arriver à cette espèce de confusion à la fois des sexes, de l'histoire d'un être humain. C'est beau de se concentrer tout à fait sur une vérité qu'il est très difficile de partager avec quelqu'un à voix haute. Alors qu'avec l'écriture, ce qui est merveilleux, c'est que quand je me mets à écrire, c'est le silence, cette espèce de merveille du silence. Voilà. Oui. Mais l'écriture elle-même, c'est un processus de dédoublement. Vous dites écrire, c'est vivre deux fois et donc assumer son double. Et vous savez, ce qui est curieux, vous me dites cela, mais j'oublie Oui. complètement tout ce que j'ai écrit. Et tout ce que j'ai écrit, quand je vous entends dire ça, c'est vrai. Vous Et vous reconnaissez. je ne me mens jamais à Oui. moi-même. Mais y Je ne me compris, suis jamais menti à moi-même. on a parlé des marais, et en fait, lorsque le livre a été republié par Gallimard, vous avez fait une préface, vous vous rappelez cette Non, préface? pas du tout. Justement, vous vous adressez à vous, ayant écrit le livre au début des années 40. Alors vous dites ceci, euh, tu as 29 ans en 1942 lorsque paraît ton premier roman, composé 4 ans plus tôt d'un seul trait. Je n'ai jamais désiré le relire, etc. Et plus loin, mon moi actuel, coupé depuis si longtemps de ton moi d'alors, s'interroge enfin sur ton identité de jeune femme dont la vocation, déjà, s'enracinait avec fermeté. Donc vous vous adressez à vous jeune comme si c'était une autre. Tout est dit comme ça. Et au fond, c'est vrai et ça reste vrai. Je ne me suis pas trompée. En fait, je ne me suis pas trompée. Je crois. Je crois que au début, on travaille comme une sorte un peu d'animal originel à, à trouver sa propre vérité, son travail. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit qu'on a été honnête et récompensé de son honnêteté par le fruit du travail, le fruit de la vie aussi, parce qu'il n'y a pas que le travail. Alors il y a quelque chose qui est peut-être le pendant de ce qu'on a appelé la férocité tout à l'heure, mais qui parcourt tous vos livres, c'est l'humour. En réalité, on se dit, mais on voyage dans ce monde parfois terrible, mais on rigole quand même beaucoup. Oh Alors vous oui. pouvez expliquer un peu le ressort de cet humour? Mais oui, le ressort de cet humour, c'est sans doute une sensation très vive, comment dirais-je, un sentiment très vif que l'on a de la cruauté. La cruauté humaine est quelque chose d'extraordinaire, la cruauté de la vie, la cruauté de tout ce que l'on voit autour de soi, la cruauté du rapport entre les êtres. Il y a beaucoup de cruauté. Et est-ce que c'est pas comique en réalité? C'est un très haut comique, cette espèce de note de rire secret qu'on est obligé de mettre au jour pour une œuvre ou pour des rencontres. Il faut toujours avoir la notion de l'humour Et dans la vie, je crois. est-ce que parfois on a l'impression chez vous que l'excès de tragique
on devient presque drôle. Ah oui, 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 mais ça tourne au comique, ça tourne au drôle, ça tourne donc à la richesse, parce que l'humour, c'est une richesse extraordinaire. C'est somptueux, l'humour, parce que ça vous guérit de tout. Vous pouvez comprendre qu'on ait des fous rires aux enterrements, par exemple. Très bien. Moi, j'ai eu des fous rires dans ma vie plusieurs fois et des fous rires merveilleux. Je me rappelle qu'un des premiers, une des premières réunions d'éditeurs quand je suis arrivée à Paris, un éditeur présentait un livre qui paraissait dans ses collections. Et il commence à faire le récit de l'homme, la femme, etc. Et il dit, peu à peu, elle devint sa maîtresse. Et il y avait toute une assemblée. J'ai été prise d'un fou rire. Si vous voulez Ouais. vous voulez que je l'imite un fou rire. Peu à peu, elle devint sa maîtresse. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que C'est ça peut consternant. devenir? Ouais. Voilà, la vie est pleine de choses comme celle-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui parcourt cette œuvre et qui est même représenté comme un personnage, c'est la mémoire. Donc, il y a Lady Mémoire qui intervient Oui, oui, dans la mémoire, plusieurs c'est de vos merveilleux, la livres. mémoire. Et voilà, on a l'impression que l'écriture, c'est peut-être c'est ça finalement, faire ressurgir cette mémoire Tout à fait, enfouie. oui, oui. La mémoire, l'écriture crée même la mémoire, parce que, bon, je rêve beaucoup, j'ai rêvé beaucoup, maintenant je rêve beaucoup moins. Mais le fait que je continue à écrire tout ce que j'écris, c'est pour entretenir une sorte de vie seconde en moi que je désire mener jusque tout à fait au bout, le plus loin possible en tout cas. Et chaque fois que j'écris une ligne, c'est un effet de mémoire. Mémoire lointaine ou proche. Parce il n'y a plus de temps. La mémoire est aussi bien liée à mon extrême jeunesse, à mon enfance, à mon adolescence, à mes premiers événements de femme faite. Et puis maintenant, voilà. Mais on a l'impression aussi qu'elle vous joue des tours. Parfois, cette Lady Mémoire, Elle, a, elle est insaisissable. Elle elle est se, souple. oui, elle survient quand on ne l'attend pas. Ah oui, oui, Elle vous oui, tout à fait. rappelle parfois de mauvais Mais souvenirs. oui, parce que mais la mémoire que l'on a en soi, on ne peut pas d'ailleurs la capter. Elle se présente, elle arrive comme ça par bouffée, et souvent d'une façon tout à fait inattendue. On ne sait pas quand elle va venir. On oublie. Quand on dit des trous de mémoire, c'est merveilleux cette expression, trou de mémoire. Eh bien, la mémoire souvent se réfugie dans un trou. Et quand elle veut surgir, elle le fait, contre vents et marées, pour me nourrir, moi, tel que je suis en ce moment. Voilà. Il y a aussi tout l'aspect visuel dans votre œuvre. Et on songe évidemment au rapport à la peinture. Vous avez été Oui. fasciné par Bruegel. Bon, vous avez écrit un livre sur sa mort, par Vermeer, par Rembrandt, donc Oui, tous ces parce que peintres du Nord. là, c'est à la fois mon œil, parce que j'ai un œil vraiment, je vois, je vois. Et puis, à cause de mon enfance et de ma jeunesse en Belgique, et tous ces grands peintres dont vous parlez, les paysages de Belgique, la mer du Nord, les Ardennes, tout ça a eu une importance énorme et de plus en plus d'importance à mesure que j'avance et à mesure que je m'en éloigne physiquement, mais mentalement et moralement aussi, et psychologiquement, c'est toujours là, Mais il y a les visages aussi, je crois. les Les visages, visages peints par Vermeer ou peints par Rembrandt. absolument. Pour moi, j'avoue que la peinture flamande, pour moi, a été une sorte de révélateur extraordinaire. D'abord, il y a eu Bruegel, Jérôme Bosch avant, la cruauté. Vous me parlez Ouais. de ma cruauté. Ma cruauté terrible, ma monstruosité est plutôt liée à Jérôme Bosch et Bruegel. Parce que quand on regarde les œuvres de Bruegel, c'est la même chose. Il y a une sorte de cruauté native, natale, si vous voulez, dont j'ai hérité racialement et dont je me suis servi. Mais vous avez vous-même appris le dessin, vous avez dessiné, votre Oui, mari
Bernard Milray était aussi un artiste. Il était Vous êtes sculpteur et sculpteur. très bon Oui. dessinateur. Et Oui, donc oui. vous avez quand même vécu, baigné dans cet univers de la Oh, peinture et du dessin. oui, oui, mais c'est venu beaucoup plus tard, ça. Toute mon enfance, ça a été tout de même vivre en Belgique. Euh, je me rappelle très bien, quand j'étais toute petite, mon père avait une bibliothèque avec la dernière rangée qui était consacrée à des livres d'une collection de l'art. Et je pouvais regarder toute la bibliothèque et je prenais, comme j'étais toute petite, j'avais 4 ans, 5 ans, je m'asseyais par terre et je tirais les livres de cette collection sur les peintres et j'ai été nourrie tout enfant par les grands peintres dont vous voulez parler et qui m'ont réellement non seulement imprégné, mais ça a été comme une sorte de... euh, comment appelle-t-on ça? Les choses qu'on vous fait faire. C'est les gens qui se font... Oh, le mot, le mot m'échappe. Qui se font... Quand on se fait imprimer des choses sur Ah la... oui, tatoué, tatoué. Tatouer, Ouais. voilà. Ce sont des Ah, tatouages. oui, oui, oui. Des tatouages. Alors, Alors, on ne s'en débarrasse pas, c'est fini ça. Je suis tatouée jusqu'à l'âme. alors, vous avez parlé de la Belgique. D'ailleurs, la Belgique revient souvent dans vos livres. Mhm. Et vous en parlez comme l'autre pays. On a l'impression que vous avez une vision un peu nostalgique, même passéiste. Non, pas du tout. Ce n'est pas nostalgique. Je n'ai jamais la nostalgie de mon pays. Et je n'ai jamais non plus un sentiment de passéisme quand je pense. Tout ça, ça vient, tout ça, ça vit en même temps. Je suis faite de plusieurs époques, de plusieurs raz-de-marée de beauté, de splendeur, de bonté, de nourriture. Donc, je continue à être nourrie par toute mon enfance, toute ma jeunesse en Belgique. Et ce n'est pas de la nostalgie, jamais. Je ne regrette pas la Belgique. Je l'aime parce qu'elle est là. Mais vous avez des descriptions de la Belgique et des Belges, notamment dans le livre d'entretien qui ont été regroupés sous le titre Plaisir. C'est un peu, parfois on a l'impression d'image d'Épinal. Les Belges sont aussi d'une générosité authentique, C'est d'une vrai. vraie gentillesse, relayée s'il le faut par une grande brutalité. Ils sont directs et ne trichent pas. Il y a de la gaieté en eux, un côté charnel et positif. Ils ont le sens de l'humour, une drôlerie qui peut dériver vers une sorte de laisser-aller jusqu'à la truculence, mais sans tomber dans la vulgarité. Les Belges peuvent être cruels, je le suis moi-même, mais ils le sont d'une façon enfantine, presque, comment dire, viandeuse. Eh bien, vous voyez que tout ça c'est resté viandeux en moi. Ce n'est pas la nostalgie. Je vis avec cela. Or, quand je rencontre des Belges, par exemple en ce moment, je me sens tout à fait intégrée à toutes les atmosphères dont j'ai évoqué le souvenir dans mes livres. Ça reste vivant, ça reste frais. Voilà, je garde la fraîcheur de toute ma Belgique natale. Alors il y a évidemment le personnage de Jim qui traverse, disons, au moins la moitié de votre œuvre. Il, 45 ans. 45 ans. Je vous cite là, il est à moi sans être mien, je suis à lui sans être sienne, il le sait, je le sais, tout va bien. Aimer Jim, c'est aimer le monde, et son obscure et abominable et superbe totalité. C'est pas mal, là, au fond. Oui, mais, mais oui, ce personnage bon, est à la fois un personnage réel, on le sait, mais en même temps, on a l'impression d'une figure comme ça, qui est protectrice, Oui, aimante, qui oui, c'est est... ça. C'est un Dieu protecteur, vivant, un Dieu vivant, un Dieu de chair, d'os, d'âme, d'intelligence, de bonté, et qui m'enveloppe complètement. Je suis enveloppée par cette chose. Vous savez, quand on voit passer des nuages dans le ciel, des ciels un peu chargés de nuages, les nuages sont mobiles. Eh bien, un amour peut être quelque chose d'enveloppant, de mobile et de bienfaisant. Voilà. Un amour ne peut être que bienfaisant. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Mais il y a aussi que Jim est lié vraiment à l'écriture, à votre propre écriture. On a l'impression que c'est une sorte de moteur qui Tout vous à fait fait. écrire. Tout à fait.
tout à fait. J'ai changé beaucoup sur le plan de l'écriture à partir du moment où je l'ai rencontré. D'ailleurs, il m'a libéré de tas de tabous faux, un peu vieillots, qui me retenaient encore un peu en arrière. Et c'est lui qui a libéré, si vous voulez, en moi, la possibilité d'aller au plus loin. Je ne sais pas si je suis allée très loin, mais je suis allée jusqu'à présent au plus loin de moi-même grâce à lui. Mais vous alliez régulièrement à Venise avec lui, Venise que vous appelez d'ailleurs la ville étrangère. Oui. Euh, mais alors là, on a l'impression oui, que cet amour est un amour d'écriture. Vous êtes là et vous mettez aussitôt au travail. Ah oui, oui. Parce qu'il a il a la même passion de l'écriture que moi. Que moi. Et alors, nos temps se partagent entre les moments où nous nous voyons et le travail. Et le travail engendre l'amour comme l'amour engendre le travail. C'est un cercle vicieux. En réalité, c'est ça. L'amour doit être un cercle vicieux. Il y a l'amour du travail et le travail de l'amour, Voilà. comme dirait Ah, Godard. ah, il a dit ça? Mais c'est pas mal aussi, ça.